Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. New York se prépare à célébrer la nouvelle année ce 31 décembre 2024. Les vitrines illuminées et les lampions multicolores décorent la ville en effervescence. Joseph Linsky, un producteur de musique de 45 ans résidant à Brooklyn, vient de déjeuner avec un ami. Préférant initialement rentrer à pied, il change d'avis face au froid glacial et descend dans la station de métro de la 18e rue. Le panneau lumineux indique qu'une rame arrivera dans une minute. Il franchit le tourniquet et s'avance sur le quai désert, absorbé par son téléphone. Soudain, un individu vêtu d'une doudoune sombre, capuche rabattue, surgit derrière lui et le pousse violemment sur les rails au moment où le train entre en gare. Le choc est brutal. Joseph se souvient de la terreur absolue qu'il a ressentie. Pendant ma chute, j'ai eu la certitude que j'allais mourir, raconte-t-il. L'instant d'après, j'étais face au phare du train. Je distingue encore la silhouette du conducteur. Sa tête heurte violemment le sol, et lorsqu'il ouvre à nouveau les yeux, il réalise qu'il est miraculeusement en vie. Étendu dans la tranchée entre les rails, du sang coule sur son visage. Une douleur vive au flanc lui confirme qu'il respire encore. Par un miracle incroyable, le train lui est passé au-dessus sans le toucher. Mais un autre danger imminent l'attend, à quelques centimètres de sa main vibre le troisième rail, un câble d'alimentation électrique de 900 volts. Le moindre contact lui serait fatal. Je savais que je devais rester immobile, se rappelle-t-il. J'ai crié, mais il n'y avait personne sur le quai pour m'entendre. Heureusement, le conducteur du train a immédiatement donné l'alerte. Après plusieurs minutes d'un silence angoissant, Joseph entend une voix féminine. Elle m'a demandé si je pouvais bouger mes doigts et mes orteils. J'ai répondu, oui, je vais bien, mais aidez-moi s'il vous plaît. Rapidement, pompiers, policiers et employés du métro arrivent en nombre. Coincé sous la rame, Joseph ne distingue rien, seulement un brouhaha de voix et de bruits métalliques. Deux pompiers expérimentés, Jonathan Aquilina et John Montalbano, s'activent avec leur matériel. Par un hasard incroyable, ils se sont entraînés à ce type d'intervention la veille et savent exactement comment procéder. Monsieur, ne bougez surtout pas, on va vous sortir de là. Avec la plus grande précaution, les deux secouristes descendent sur la voie, se faufilent sous le train et rampent vers la victime, évitant le câble mortel. À force de gestes précis, ils parviennent à atteindre Joseph et le glissent entre deux wagons pour lui permettre de se redresser. Deux collègues le tirent sur le quai. J'ai entendu mes côtes craquer en remontant, se remémore-t-il. La douleur était indescriptible. Les secouristes coupent ses vêtements, lui posent une attelle et l'installent sur une civière. Il sait qu'il est enfin sauvé. Pourtant, une seule chose l'inquiète, son teckel Léo, resté seul à la maison. J'étais en sous-vêtements sur le quai et j'ai supplié les pompiers, je sais que je suis gravement blessé, mais s'il vous plaît, prévenez un de mes proches pour s'occuper de mon chien. Les secouristes le rassurent avant de l'emmener en ambulance à l'hôpital Bellevue, où une série d'examens révèle 4 côtes cassées, une rate sévèrement touchée et un traumatisme crânien. 1 heure après son admission, son neveu et son ami Marc arrivent, submergés par l'émotion. Depuis la fenêtre de la chambre d'hôpital, ils assistent aux 12 coups de minuit illuminant l'Empire State Building. Mais dans la tête de Joseph, une seule question tourne en boucle, pourquoi a-t-on tenté de l'assassiner? Le lendemain, la police lui annonce qu'un suspect a été arrêté. Il s'agit de Kamel Hawkins, 23 ans, souffrant de troubles psychiatriques et déjà connu pour des faits de violence. Toutefois, il nie les accusations. Joseph reste hospitalisé 7 jours avant de pouvoir rentrer chez lui. 1 mois plus tard, il peine encore à marcher et passe le plus clair de son temps sur son canapé, son chien sur les genoux. Ce qui m'est arrivé m'a rappelé à quel point la vie est fragile. Tout peut basculer en une fraction de seconde, confie-t-il. Le soir de l'agression, il portait des baskets roses, assorties au thème week-end de la soirée où il devait se rendre. Aujourd'hui, ses chaussures trônent dans son salon, symbole de sa seconde chance. Mais il peine encore à évoquer son agresseur. Je n'ai pas de place pour la haine ou le ressentiment, dit-il. Je préfère me concentrer sur ma guérison. Le 3 février, les pompiers qui l'ont sauvé l'invitent à leur caserne, non loin de la station où il a failli perdre la vie. À son arrivée, il est accueilli par une aide d'honneur. Profondément ému, il serre dans ses bras les deux secouristes qui ont risqué leur vie pour lui. Je pense souvent au risque que vous avez pris pour me sauver, leur dit-il. Vous avez une famille, et pourtant vous avez mis votre vie en jeu. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Aujourd'hui, il n'a toujours pas repris le métro, mais il y travaille. Il refuse de vivre dans la peur.
Ce n'est pas aux passagers de se cacher derrière un pilier à chaque arrivée de train, mais aux autorités de garantir notre sécurité, affirme-t-il. Dans la métropole, son histoire a marqué les esprits. Et pour cause, en 2024, 26 incidents impliquant des pousseurs ont été recensés sur le réseau new-yorkais. Peu de victimes ont eu la chance de survivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.